Bonjour à tous, une nouvelle fois, je suis très heureux de vous retrouver pour cette, on va dire, cette nouvelle saison de Astronomer at Home. Alors certains d'entre vous sont déjà dans le chat, des fidèles de la saison précédente. Je vous rappelle, pour les personnes qui viennent d'arriver, le principe, eh bien, c'est que le planétarium de la ville de Vaux-en-Velin a le plaisir chaque semaine d'inviter un ou une scientifique pour discuter avec nous et aussi discuter avec vous. Ce projet avait été démarré il y a quelques mois lors du précédent confinement, lorsque tout le monde était confiné chez soi. Alors effectivement, le deuxième confinement est un petit peu moins drastique, mais on vous proposera de nouveau chaque semaine de discuter de différents thèmes avec nos invités. Aujourd'hui, nous recevons Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Je reviendrai avec toi tout à l'heure, si tu veux bien, juste le temps de rappeler le principe de l'émission. Donc vous êtes tous sur Twitch. N'hésitez pas à interagir dans le chat si vous avez des questions à poser à Dominique Boutigny qui est ici avec nous. N'hésitez pas à les poser, je les noterai et puis on les posera. On va discuter ensemble. L'idée c'est pas que Dominique et moi nous parlions tout le temps. On est aussi en interaction avec vous. Il y a une petite différence, cette deuxième édition, par rapport à il y a quelques mois. Vous vous rappelez que les fois précédentes, ma comparse Camille était avec moi. Cette fois-ci, je serai tout seul. Pourquoi? Parce que Camille, elle, fera aussi son live plus tard dans la semaine. En fait, le projet Astronomer at Home s'est un petit peu étendu. On se retrouvera bel et bien 3 fois par semaine, mais les 3 fois, on fera des choses différentes. Donc les nouveaux rendez-vous sont maintenant le lundi à 18h Astronomer at Home, j'aurai le plaisir de l'animer. Le mercredi à 14h, là ce sera Médiateur at Home, donc ce seront des médiateurs du planétarium de Vaux-en-Velin qui viendront vous parler de sciences, d'astronomie, mais avec des éléments un petit peu ludiques. Justement, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce mercredi. On utilisera un petit planétarium et on ira découvrir ce qu'il y a à voir en ce moment dans le ciel. Et puis le vendredi à 18h, là c'est Camille qui fera le YouTuber at Home. Donc cette fois-ci, au lieu d'un scientifique, ce sera un YouTuber, un ou une YouTubeuse évidemment, influenceur, influenceuse. Certains sont aussi des scientifiques. Et puis on parlera aussi encore d'astronomie d'une manière un petit peu différente. Voilà, donc le programme est un petit peu plus riche que d'habitude. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous suivre. Et puis nous, on va commencer donc avec Dominique Boutigny qui nous fait le plaisir de redémarrer la saison avec nous. Alors Dominique, tu es chercheur au CNRS. Tu travailles au LAP, c'est-à-dire au laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules. Et puis, tu as aussi un rôle de chercheur dans un grand projet qui est le Vera Rubin Observatory, anciennement LSST, sera l'un des plus grands télescopes et observatoires du monde. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est tout à fait ça, C'est exactement. Ouais. c'est ça. On avait eu le plaisir de te recevoir déjà effectivement lors du premier confinement. Ouais. Et sauf que tu avais tellement de choses à nous raconter que du coup, on a le plaisir de te recevoir. Alors, on change un petit peu cette fois-ci. On va pas parler de l'observatoire Vera Rubin. Tiens, je te laisse nous dire un petit peu ce dont tu veux converser avec les personnes du chat. Et ce que j'avais envie de discuter avec les personnes du chat, puis avec toi ce soir, c'est un peu la genèse de la cosmologie moderne. C'est-à-dire quand on a commencé comment les différents concepts, les différentes théories se sont petit à petit mises en place pour construire notre vision actuelle de l'univers. Et je trouve que c'est un sujet qui est assez qui personnellement me fascine beaucoup.
Parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est absolument pas linéaire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'est fait, une chose les unes après les autres. C'est plutôt des petites touches de choses qui se sont faites petit à petit et c'est finalement quand on regarde l'ensemble qu'on commence à voir la cohérence. Alors le jour où je me disais, ça me fait un peu penser à de la peinture impressionniste, c'est-à-dire que, on n'est pas dans une photographie, en fait, on est plutôt dans une peinture avec tout un tas de petites touches et puis quand on prend du recul, finalement, tout ça commence à prendre du sens. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aussi comment fonctionne la science. La science est pas quelque chose qui est parfaitement linéaire, c'est quelque chose où on avance, on piétine, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, on revient en arrière, on reconstruit et cetera. Donc Et aujourd'hui, on discute mmh, ensemble en fait, de la manière dont on fait de la science, voilà, et puis de la manière dont on a utilisé ça pour changer notre vision de l'univers. C'est ça en c'est ça. gros? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc si on remonte en fait à très loin, hein, on remonte alors en fait, je pense que la cosmologie, elle a commencé dès que les hommes ont commencé à lever la tête pour regarder les ciels, hein. Je pense que c'est à ce moment-là, les hommes je suis certain que les hommes préhistoriques, quand ils ont levé le ciel, ils se sont demandé comment tout ça, ça fonctionnait et quelle était leur place dans ce qu'ils voyaient. Alors, on n'appelait pas ça de la cosmologie évidemment à l'époque, hein. La cosmologie, en fait, ça vient du grec, hein. J'ai appris récemment que ça avait une racine grecque, un peu obscure, qui est liée à l'harmonie et à l'équilibre, en fait. C'est ça l'origine du mot, cosmologie. C'est le grand tout. C'est le grand tout, exactement, ouais, ouais, ouais. Et si on remonte aux Grecs, alors on va pas aller jusqu'aux hommes préhistoriques, on va remonter aux Grecs, à Aristote, 384-322 avant notre ère. Il avait déjà une idée de comment fonctionnait le cosmos. Je crois que tu dois avoir Ouais. une image, qui illustre ça. Le temps que je passe sur Ouais, l'image, hein, je rappelle qu'on va ouais, vite, vite passer sur tout ce qui est ancien temps, grec, ouais, Moyen Âge, puisque l'essentiel de ce qu'on va discuter, ça va être vraiment au XXe siècle. Comment c'est est-ce ça. qu'on a vraiment considéré l'univers comme un objet de science et d'expérimentation? Exactement, c'est ça, parce que je pense que la partie du XXe siècle sur le plan scientifique, est extrêmement intéressante. Alors après, sur le plan historique et un peu sur le plan de l'histoire des sciences, je suis pas un historien des sciences, loin de là, et on peut, je dirais certainement des grosses bêtises au niveau histoire, mais c'est quand même intéressant de voir, Aristote, qu'est-ce qu'il pensait lui? Il pensait que la Terre était au centre de l'univers. C'est logique, hein, quand et puis que les astres tournent autour. Il voyait la Lune qui tournait autour. Pour lui, il savait déjà quand même que la Terre était ronde et il voyait la Lune qui tournait autour et puis, il y avait les étoiles qui étaient, alors dans le fond, hein, et puis entre 2, il y avait les planètes. Donc il avait déjà cette notion-là de différents, cercles en fait qui étaient imbriqués les uns dans les autres, depuis, la Terre et la Lune qui étaient considérées comme les choses qui étaient, d'ordre humaine et puis au-delà, c'était l'harmonie et jusqu'aux confins de l'univers où c'était vraiment les domaines de Dieu en fait. Et tout ça tournait, les planètes tournaient autour de la Terre, les astres tournaient autour de la Terre, ainsi de suite. Et puis, un petit peu plus tard, donc vers le 2e siècle, ça c'est Ptolémée qui s'était rendu compte que, les planètes, ce qu'on appelait qu'ils appelaient à l'époque, je crois, des astres errants, il y avait quand même des choses qui étaient un peu bizarres. C'est-à-dire que quand on regarde certaines planètes, des fois on les voit qui reculent, hein, c'est le mouvement rétrograde des planètes. Ça, c'est simplement lié au fait, que les planètes, et la Terre tournent autour du Soleil, donc suivant leur position, par moment, on les voit reculer, on a l'impression qu'elles reculent. Et tout ça, c'est pas très Donc compatible avec le fait que ça tourne autour de la Terre. ça colle pas, ouais, donc ça collait pas avec le modèle d'Aristote, donc ils ont commencé à dire: «Bon, on va rajouter des petits cercles à l'intérieur des grands cercles pour expliquer le mouvement des planètes». Alors ça peut paraître vraiment bizarre comme façon de faire, mais en fait non. On fait une observation, cette observation elle contredit le modèle en cours, donc on adapte le modèle pour faire quelque chose qui est un petit peu plus sophistiqué et pouvoir décrire ce qu'on voit. Alors, je me permets justement de t'interrompre. Là, on parle déjà d'un terme technique sur lequel on va beaucoup revenir Ouais, tout à l'heure. Tu me parles de modèle. Alors, ouais. qu'est-ce que c'est un modèle?
Un modèle, c'est une, comment dire? Ah, c'est compliqué à dire. Je dirais que c'est une représentation, scientifique, de ce qu'on voit. Alors un modèle, c'est pas forcément une théorie. Une théorie, c'est quelque chose qui avait beaucoup plus de base mathématique. Enfin, c'est mon interprétation personnelle du mot modèle. Modèle, c'est on va essayer de construire quelque chose de cohérent avec l'ensemble des observations et puis surtout, on va se servir de ce modèle pour essayer de prévoir quelque chose. C'est-à-dire un modèle, il va bien fonctionner s'il est capable de décrire ce qu'on voit et puis s'il est capable aussi de prévoir, des choses qu'on n'a pas encore vues et toute la science a fonctionné comme ça. Et finalement, c'est comme ça que alors, bon, il s'est passé des siècles et des siècles, hein, depuis Ptolémée et puis finalement, bah, c'est en arrivant à Copernic, donc 15e, 16e siècle où, là, bah, lui, il se rend compte qu'il y a un truc qui colle pas du tout, quoi. Donc, là, le modèle, bah, il est mis par terre et puis il a son modèle, copernicien, où il remet le soleil au centre de l'univers, la Lune tourne autour de la Terre est inclinée sur son orbite. Déjà, il arrivait déjà à déterminer tout ça et puis, bah, il propose ce nouveau modèle. Et puis, comme bien souvent en science, bah, quand on a des idées révolutionnaires comme ça, bah, ça commence par être rejeté. Par exemple, Tycho Brahe dit: «Bah non, ça c'est n'importe quoi, le soleil, il est pas au centre, c'est la Terre qui est au centre et cetera et ça va pas et je vous démontre que» et cetera. Et puis voilà, bah, petit à petit, on améliore les choses. Et puis le modèle, il se raffine, on fait des mesures qui sont de plus en plus précises, en particulier justement Tycho Brahe, qui s'était peut-être un peu planté sur les modèles, mais qui était un excellent observateur, avait fait des mesures, des mesures sur les orbites des astres, des planètes et c'est ce qui a permis plus tard à Kepler après de mettre en équation en fait les orbites elliptiques et de définir ces 3 lois sur le mouvement des planètes. Donc on voit que petit à petit, bah, finalement, c'est ce même modèle d'Aristote avec des choses qui tournent les unes autour des autres, et qui évoluent petit à petit en fonction de ce qu'on observe. Et puis on aboutit à un modèle qui est beaucoup plus raffiné et où on arrive non seulement à décrire ce qu'on voit, mais aussi à prédire. Alors on va prédire la position de Mars à telle époque de l'année ou les périodes des éclipses, etc. Et ça Ou, devient de plus en plus précis. ou la position d'une nouvelle planète à cause des perturbations Absolument. d'une précédente qu'on connaît, par exemple. Absolument, donc ça c'était un petit peu plus tard, mais effectivement, c'est comme ça qu'on a découvert certaines planètes du système solaire. Bon et puis, là-dessus arrive aussi, la technologie. Ça c'est intéressant aussi, ça c'est, Galilée avec sa lunette astronomique. Ça va complètement révolutionner les choses. Et puis petit à petit, on va rajouter de plus en plus de moyens d'observer l'univers. Alors un truc alors là, on saute vraiment les siècles, hein. Alors je passe, Newton avec, les lois de l'attraction universelle et cetera, qui va être la première théorie de la gravitation en fait, hein, qui va être mise en place. Et au niveau instrument, on arrive à un truc, qui à mon avis a été vraiment un bouleversement au niveau de l'astronomie. C'est tout ce qui concerne la spectroscopie. La spectroscopie, bon, bah, c'est Newton avait déjà, travaillé sur les spectres. C'est-à-dire la spectroscopie, c'est on prend un faisceau lumineux, on le fait passer dans un milieu, type, prisme par exemple, et on va décomposer la lumière en ses différentes composantes, en ses différentes longueurs d'onde. C'est Donc, ce qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'on c'est prend ce de la que tu lumière c'est ce que tu vois blanche, ici, voilà, et la voilà. lumière blanche est faite de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel De mélangées. toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et au 19e siècle, il y a un monsieur qui s'appelait Fraunhofer, qui a inventé le réseau de diffraction. Donc c'est un milieu dispersif, hein, c'est comme un c'est le même type d'instrument qu'un prisme qui va disperser les différentes longueurs d'onde, mais le réseau de diffraction est beaucoup plus performant. Et avec ce réseau de diffraction, il va observer le soleil et en observant le soleil, bah, il va voir, les couleurs de l'arc-en-ciel là et puis il va voir, il y a un certain nombre de raies, c'est ce qu'on voit là, les raies noires, qu'on voit sur le spectre et qui sont caractéristiques des éléments chimiques qui sont à l'intérieur du soleil. Alors ça, c'est absolument fantastique parce qu'on dispose à ce moment-là, d'un moyen de pouvoir observer des astres lointains et en analysant leur lumière, de déterminer leur composition chimique.
Et ça, c'est vraiment un truc extraordinaire. Là, par exemple, sur le spectre du soleil qu'on vous montre, il y a, les 2 grosses raies, au milieu, grosses raies noires. En fait, il y en a une troisième et cette troisième raie, c'est l'hélium et l'hélium, c'est un élément, relativement commun, qui est très commun dans l'univers, qu'on trouve sur Terre aussi et il a été découvert comme ça. C'est-à-dire on ne connaissait pas cet élément-là sur Terre et on l'a découvert dans le Soleil. D'où son Donc nom on d'ailleurs, voit, puisque Hélios, c'est le soleil. voilà, Hélios, hélium. Hélios, c'est le Soleil. Donc on a découvert l'hélium de cette manière-là. Donc ça, c'est un outil absolument extraordinaire parce que ça permet, de comprendre la chimie en quelque sorte, hein. C'est pas tout à fait de la chimie, mais enfin la physico-chimie des étoiles lointaines ou des astres lointains, en observant la lumière. Donc ça a été vraiment une grande révolution. Donc là, on est déjà au 19e siècle. Et on arrive. Et on arrive en fait au 20e siècle. Alors là, quelle est la situation au 20e siècle? Bon, alors, le modèle, avec le soleil, au centre de l'univers, bon, on sait que c'est pas le soleil qui est au centre de l'univers, que c'est plus compliqué que ça. On est dans un univers, qui est, comment dire? Un univers statique déjà, hein. C'est un univers qui est a priori les gens pensent qu'il est limité à ce qu'on voit, à notre galaxie. On pense qu'il est statique, relativement, borné et voilà quoi. Donc on fait des mesures de plus en plus précises, des observations de plus en plus précises. On sait qu'à l'intérieur de cet univers, il y a des nébuleuses. Alors ça, quand on regarde avec des télescopes, de plus en plus puissants, eh bien, on voit des taches floues, certaines qui ont des formes un peu étranges, des formes de spirales, etc. Mais on ne sait pas trop ce que c'est que ce truc-là. Il y a toute une discussion qui s'établit, à ce moment-là entre les scientifiques, de savoir, est-ce que c'est des choses qui sont proches? Est-ce que c'est dans notre, propre galaxie? Ou est-ce que ce sont d'autres galaxies qui sont plus loin? Est-ce qu'il y C'est-à-dire a d'autres univers? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on envisage effectivement que l'univers soit fini, pas forcément Ouais, infini, qu'il soit pas forcément. borné et qu'il soit Ouais, limité aux étoiles qu'on voit au télescope, à notre voilà. galaxie qui en contient des milliards, et puis globalement ça s'arrête là, quoi. Voilà, c'est ça et en fait, quand on y réfléchit, c'est pas idiot, c'est assez logique cette histoire-là. Bon, le fait que l'univers soit statique, bah oui, on voit pas l'univers, changer de forme, régulièrement, donc on sait que tout, bouge, tout est en rotation, mais bon voilà, on en est là et Et alors il y a un point là, il y a un point à ce moment-là qui est vraiment le cœur je veux dire qui va devenir vraiment le point de départ de la cosmologie, ça va être les méthodes de mesure des distances. Parce que c'est un problème qui est vraiment, fondamental parce que quand vous observez une étoile par exemple, vous avez aucun moyen de savoir si elle est proche ou si elle est loin. Vous regardez une étoile, vous allez en voir une qui est plus brillante qu'une autre, mais est-ce qu'elle est plus brillante parce qu'elle est plus proche? Ou est-ce qu'elle est plus brillante simplement parce qu'elle est, plus beaucoup plus grosse. grosse, intrinsèquement? Et bon là, vous n'avez aucun moyen de savoir. Heu, alors on a besoin pour faire ces mesures de distance de définir ce qu'on appelle des chandelles standards. C'est-à-dire d'avoir le moyen par la connaissance d'un processus physique, de connaître la luminosité de l'astre, sa luminosité intrinsèque, c'est-à-dire sa luminosité propre, la luminosité qu'on mesurerait si on était très, très proche de cet astre. Et puis, si on fait une mesure de cette luminosité, depuis la Terre, eh bien, on va mesurer une certaine luminosité qui va bien sûr être moins grande, que la luminosité intrinsèque de l'astre et en comparant la luminosité intrinsèque de l'astre avec la luminosité que l'on mesure, eh bien, on va par des lois de physique vraiment de base, on va être capable d'estimer une distance.
C'est-à-dire que là, on développe des outils qui permettent de mesurer les Voilà. distances de ces objets flous qu'on regardait avant et que tout le monde sait maintenant être des galaxies qui sont bien en dehors de la nôtre. C'est Juste, je fais exactement ça. un petit point. Hein. Je Ouais. rappelle que donc il y a des personnes dans le chat qui sont ici, qui suivent. Alors merci à vous. Je vois que vous nous rejoignez avec plaisir et sachez que ça nous fait aussi énormément de plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à poser des questions. Là, on arrive maintenant vraiment dans le vif du sujet. Et si vous avez des questions, hein, je les relayerai à Dominique. Donc là, on va vraiment arriver sur le sujet de, au début du XXe siècle, comment est-ce qu'on voit l'univers et comment est-ce que nos découvertes ont permis de le changer. Si vous avez déjà des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à commencer à les poser, histoire qu'on puisse discuter un peu tous ensemble et pas que Dominique et moi. Voilà. Pardon Dominique. Alors je t'en prie, au contraire. Je vois au passage la Lio 74 qui dit: «Avec les parallaxes, la précision n'est pas assez bonne». Non, alors c'est pas qu'elle est pas assez bonne, mais les parallaxes, c'est-à-dire en mesurant les petits décalages de la petite variation de position des étoiles au cours du temps, ça ne, c'est pas ça permet de mesurer des distances, mais des distances qui sont très proches. Or, en cosmologie, on regarde à des distances qui sont plus grandes et là, les parallaxes, ça marche pas. Si je peux me permettre, je suis Dominique, juste pour revenir sur la parallaxe, pour remettre un point, pour en parler rapidement à tout le monde. Moi, je fais ça au planétarium, hein, avec les enfants. Ouais. Je mets mon doigt comme ça devant moi, Mmh, et puis je demande de regarder avec l'œil droit, et puis ensuite avec l'œil gauche. Et on voit mmh. que avec l'œil droit, avec l'œil gauche, évidemment, on ne voit pas le doigt exactement au même endroit. Et si maintenant vous éloignez votre doigt, eh bien, vous voyez que le petit mouvement qu'il fait est de plus en plus petit. C'est-à-dire que plus le doigt est lointain, plus la différence entre l'œil droit et l'œil gauche est petite. Donc en mesurant cette petite variation entre le doigt vu par l'œil droit et le doigt vu par l'œil gauche, eh bien on peut connaître, estimer la distance, puisque cette distance dépend de cette petite variation. Sauf qu'à partir d'une certaine distance, au bout de votre bras, eh bien vous voyez que votre doigt il bouge déjà plus beaucoup, et donc à la distance des étoiles, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Alors, on a des tas de mesures de parallaxe avec notamment la mission spatiale Gaia, hein, qui a mesuré la position de 1 milliard d'étoiles avec une précision absolument fantastique, phénoménale. Et donc, on a des tas de mesures à ce niveau-là. Mais quand on sort de notre galaxie, quand on regarde plus loin de notre galaxie, ça marche pas. Alors, il y a un truc qui nous aide bien, qui a bien aidé les astronomes de cette époque-là, ça a été la découverte d'un certain type d'étoiles variables qu'on appelle les céphéides. Là, c'est une dame qui s'appelle Henrietta Swan-Leavitt qui a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, les céphéides s'est rendu compte, Henrietta Swan-Leavitt, que la période de variation de ces étoiles variables était liée à leur luminosité. Alors ça, c'était absolument fantastique parce que si on arrivait à repérer ces étoiles-là, on mesure leur période de variation, la variation de leur luminosité au cours du temps, et à partir de là, on est capable de mesurer leur luminosité intrinsèque. On mesure leur luminosité apparente sur Terre, et en comparant les deux, on a des distances. Alors à partir de ces mesures sur les céphéides, et puis par ailleurs, en étudiant les spectres des galaxies et des nébuleuses, euh, on se rend, on a comparé les deux en fait, d'une part sur les céphéides et d'autre part sur les spectres des galaxies et des nébuleuses. On s'est rendu compte que les raies, le ray que je vous ai montré tout à l'heure, que vous avez vu tout à l'heure sur le spectre du Soleil, eh bien ces raies sont décalées vers le rouge. Et ça, c'était interprété comme si ces objets-là s'éloignaient de nous avec une certaine vitesse. Hein, c'est lié à ce qu'on appelle un effet Doppler. Euh, Alors, ça interprété dans le cadre d'un effet Doppler. Dans la réalité, c'est pas un effet Doppler, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est interprété comme un effet Doppler, c'est-à-dire que si l'objet s'éloigne de vous, eh bien, les longueurs d'onde sont décalées vers le rouge. Et La ça, fameuse ambulance dont le son est plus grave quand elle s'éloigne exactement. de nous. La fameuse ambulance ou le radar de la gendarmerie qui va qui va vous flasher si vous allez trop vite, ça marche avec l'effet Doppler. Et donc dans les années 1929, il y a, Hubble qui travaille à l'observatoire du mont Wilson. Vous avez une image, je Oui, crois que Pierre l'a montré tout à l'heure. L'observatoire du mont Wilson sur un magnifique télescope de 2,50 m, je crois, de diamètre, qui fait des mesures sur les nébuleuses en question.
aidé par Milton Humason. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que Milton Humason, à la base, il n'était pas astronome. À la base, il était muletier. Et apparemment, il se plaisait beaucoup sur le mont Wilson. Donc pour pouvoir rester, puis je pense qu'il devait trouver Hubble sympa, je sais pas, et il a fait astronome. Et c'est authentique, hein, l'histoire est authentique. Donc ils ont fait ces mesures du décalage vers le rouge. De même, alors là justement, c'est un peu compliqué parce qu'on se rend compte qu'il y a des tas de gens qui sont intervenus à ce niveau-là. Et il y a notamment un certain Vesto Slipher qui, dès 1912, avait fait des mesures de décalage vers le rouge. Et là, ils ont comparé le décalage vers le rouge, donc la vitesse apparente d'éloignement des nébuleuses, avec les mesures de distance qui étaient faites avec les céphéides. Et là, ils se sont rendus compte que d'un truc absolument incroyable, c'est que la vitesse d'expansion, c'est-à-dire la vitesse d'éloignement de ces nébuleuses, était proportionnelle, grossièrement, hein, à l'époque ils n'avaient pas de très bonne précision de mesure, était proportionnelle à la distance. C'est-à-dire que plus un objet était loin, et plus il semblait s'éloigner de nous avec une grande vitesse. Alors par ailleurs, à partir des mesures de distance des céphéides, bah là, le problème de savoir si les nébuleuses étaient dans notre galaxie ou hors de notre galaxie a été vite résolu. Ils se sont rendus compte que ces nébuleuses qui étaient en fait d'autres galaxies, eh ben, elles étaient très très éloignées, très très loin, et qu'en fait elles formaient d'autres galaxies, ce qu'on appelait à l'époque des univers îles. Allez, je résiste Voilà. pas au plaisir de mettre peut-être le seul petit graphe un petit peu mathématique où on a justement la mesure donc en bas de la distance des galaxies. En vertical, c'est la vitesse des galaxies, et on s'aperçoit effectivement que les galaxies qui ont une distance faible ont une vitesse basse, et les galaxies à droite qui ont une distance grande, eh bien, ont une vitesse élevée. Donc il y a effectivement un lien entre la distance et la vitesse. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Alors voilà, exactement, c'est exactement ça. Donc c'est ça qu'a mesuré Hubble. Alors en fait, il n'est pas tout seul, il y avait Lemaître également, qui était abbé, c'était un religieux. Il a beaucoup travaillé sur la relativité générale d'Einstein, et Lemaître avait également fait cette mesure-là. En fait, il avait même fait avant Hubble, mais bon, il avait publié dans un journal en français, je crois, et puis la traduction est venue après. Et en fait, on a retenu la loi de Hubble, et assez récemment, d'ailleurs, on a modifié le nom de cette loi pour l'appeler loi de Hubble-Lemaître, où on établit que la vitesse de récession des galaxies est proportionnelle à leur distance, et la constante de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble. Et qu'est-ce que ça change du coup sur notre vision de l'univers à l'époque? Parce qu'il Ah y a bah, une relation mathématique, mais du coup, ça veut dire quoi? là, pour le coup, ça a été vraiment un pavé dans la mare fantastique, parce que ça montrait que l'univers n'était pas statique, mais que l'univers était en expansion. Et ça a été, même Hubble, au départ, apparemment, il avait du mal à le croire, quoi. Il comprenait pas. Pour lui, l'univers était statique, c'était un dogme. Einstein, qui a vu ces mesures-là, a dit: «C'est pas possible, ça, il y a un problème, on sait que l'univers est statique». Et d'ailleurs, Einstein, avec dans sa théorie de la relativité générale, s'est rendu compte très vite que quand il a établi ses équations de la relativité générale, la relativité générale prévoyait de manière naturelle un univers en expansion. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a collé une constante pour stabiliser l'univers. Il C'est-à-dire paraît que, que il s'est appuyé sur l'évidence, ce voilà, qu'il pensait évident, et en science, c'est en général ce qu'on évite de faire. C'est que voilà ce qu'il faut éviter de faire, mais il n'y avait pas vraiment, les premières mesures, c'est vraiment arrivé avec les céphéides et les décalages vers le rouge. Donc, avant, il y avait aucune évidence expérimentale sur laquelle s'appuyer. Mais bon, toujours est-il que bon, au bout d'un moment, bah, les gens se sont petit à petit ralliés aux évidences, aux mesures qui ont été faites de manière de plus en plus précise, et on s'est rendu compte que l'univers était en expansion. Et Einstein aurait dit, mais enfin bon, on lui a fait dire beaucoup de choses, que c'était la plus grosse erreur de sa carrière, en fait, d'avoir voulu stabiliser l'univers avec cette constante. Donc une hypothèse vraiment révolutionnaire, et qui est très difficile à comprendre. Alors maintenant, ça a une deuxième conséquence, l'univers il est en expansion, ok?
Mais on peut, par la pensée, on peut inverser le temps. Donc si l'univers est en expansion actuellement et qu'on inverse le temps, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, l'univers a dû être, contenu dans un volume extrêmement petit et partir en fait d'un point. L'univers visible a dû partir d'un point. Et ça a amené à l'hypothèse du Big Bang. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du bouleversement que ça a été dans notre conception de l'univers. On avait un univers en expansion et on a eu un univers, je vais y arriver, qui avait démarré avec quelque chose. Oui, Ça a c'est-à-dire été, que là, du voilà. coup, si l'univers est en expansion, ça veut dire qu'en remontant dans le passé, tout est de plus en plus près les uns des autres, Ouais. et donc ça amène assez logiquement à l'idée d'un début, ce qui Ah, jusque-là voilà. était pas du domaine de la science, le fait Exactement. d'envisager le début d'un univers. Alors là, j'ai entendu une histoire à ce sujet-là que j'ai trouvée assez marrante. Je vous la livre avec un petit peu de. Prenez-la avec précaution parce que je ne l'ai pas vérifié. Je n'ai pas trouvé les sources exactes. Mais je pense qu'elle elle a quand même des chances d'être vraie. C'est-à-dire que bon, bah, quand ils ont découvert ça, ils disent ah, extraordinaire, Big Bang, début de l'univers, création. Donc vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire au niveau métaphysique, au niveau religieux, il y a des gens qui se posaient des questions. On découvre le moment où le bon Dieu a claqué des doigts, quoi. Voilà, exactement. Et il semble que le pape de l'époque, alors je ne sais plus qui c'était à l'époque, heu, aurait eu la volonté de faire une grande déclaration en disant qu'en fait, on avait prouvé l'existence de Dieu. Et il paraît que c'est le maître qui était abbé, qui a contacté le pape et qui lui a dit: «Écoute, du calme, c'est de On la se détend. science, on se détend, c'est de la science, c'est pas de la religion, et il faut faire très attention de la façon de s'exprimer là-dessus au niveau religieux. Ce sont 2 choses différentes». Alors Dominique, Oui, j'ai quelqu'un, excuse-moi, hein, dans le chat. ouais, Donc là, on parle d'un moment où la matière va se diluer, hein, ce qu'on appelle maintenant le Big ouais. Bang. Et Lio 7514 demande si on pourrait envisager ça comme un rebond d'un Oui, précédent univers qui se serait contracté, puis poum, aurait rebondi, et on serait dans le dernier rebond. Est-ce que c'est une hypothèse, c'est une hypothèse sérieuse. C'est une hypothèse qui est sérieusement considérée. Le problème avec cette hypothèse-là, c'est que c'est extrêmement difficile de la vérifier expérimentalement, d'avoir une preuve. Donc on peut construire des modèles avec des univers qui rebondissent, hein, ça c'est tout à fait possible. Maintenant, arriver à trouver une évidence expérimentale qui montre ça, c'est pas facile. C'est pas complètement impossible. Il y a certaines théories où on prédit que, il pourrait y avoir encore des empreintes dans notre univers actuel de ce rebond. Mais d'accord. ça reste très spéculatif. Donc pour l'instant, on n'affirme pas que c'est Non, impossible, ni que ça ne se soit pas passé, mais c'est juste un défaut de preuve expérimentale qui empêche de voilà. pouvoir répondre à la question. Un défaut de preuve expérimentale et puis, également, le fait qu'il y a de multiples théories qui peuvent rentrer en jeu et que, cette hypothèse de rebond, c'est une théorie parmi d'autres. Alors justement, tant qu'on y est, une question. Admettons que j'ai plusieurs théories qui décrivent la même chose. Comment est-ce qu'on fait pour séparer ces théories et pour en choisir une? Si j'ai trois théories qui vont expliquer de trois manières différentes les mêmes observations, comment est-ce qu'on discrimine entre ces théories? Eh bien, il faut arriver à imaginer des expériences ou des observations, qui permettent de discriminer entre les 3 théories. Si on a 3 théories, les 3 théories peuvent pas être strictement équivalentes. Sinon, ça serait la même théorie, donc ça ne serait pas 3 choses différentes. Donc il y a forcément des prédictions qui sont légèrement différentes entre les théories. Il faut arriver à construire une façon de faire une mesure qui permette de distinguer entre les 3. C'est-à-dire qu'on regarde les prédictions qu'elles font, Voilà, on essaie de trouver un endroit où les trois théories prédisent trois choses différentes, voilà. et après on va Exactement. voir et on regarde laquelle avait raison. Voilà, exactement, ouais, exactement. Donc cet aspect prédiction est un aspect qui est au moins aussi important que l'aspect explication dans une théorie. Tout à fait, tout à fait.
Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Au niveau des théories de la gravitation, enfin, là, j'anticipe un petit peu sur la suite de la discussion, mais on va parler de matière noire, d'énergie noire, et cetera. Il y a des gens qui disent: «Ben, non, il n'y a pas d'énergie noire, il n'y a pas de matière noire. Il suffit de modifier la gravitation et construire une théorie de gravitation modifiée». C'est-à-dire, on part de la relativité générale et puis on va modifier, on va dire à la limite, c'est équivalent à la relativité générale, mais on modifie dans un certain domaine de manière à faire coller, pas avoir besoin de matière noire et d'énergie noire. Bon, quand les expériences avec les ondes gravitationnelles Virgo et LIGO ont détecté la kilonova, c'est-à-dire une fusion d'étoiles à neutrons qui a été associée avec des observations dans le domaine optique, radio, rayons X, gamma, etc. Le fait que le signal d'onde gravitationnelle soit arrivé en même temps, à très peu de choses près, à je crois quelques dizaines de millisecondes près, quasiment en même temps que le signal en optique, en ondes électromagnétiques. Le fait que le signal soit arrivé en même temps, ça a mis par terre, je crois que c'est des trois quarts des modèles de gravitation modifiés. Parce que D'accord. justement, ces modèles de gravitation modifiés ne pouvaient pas prédire que la vitesse de propagation de l'onde gravitationnelle et de l'onde électromagnétique soit identique. Par Donc, exemple, donc c'est un chaque exemple. nouvelle observation met à mal un certain nombre d'hypothèses ou de théories, mais envoie germer de nouvelles qui vont intégrer ces nouvelles données au fur et à mesure qu'elles arrivent, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais, Donc exactement. c'est un jeu de construction et de destruction permanente en fait, c'est ça? Absolument, ouais, 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 absolument, ouais, ouais, ouais. Et c'est comme ça que la méthode, enfin, c'est ça la méthode scientifique et c'est comme ça que la science avance. Mais alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que une théorie va pas une nouvelle théorie est une amélioration d'une précédente. Et c'est-à-dire que, par exemple, la gravitation selon Newton, elle marche très bien. Quand on décrit ce qui se passe à l'intérieur du système solaire, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de faire intervenir de choses beaucoup plus compliquées avec des équations de la relativité générale. Pour 99,9% des choses, ça marche. Maintenant, quand on va faire une théorie de la gravitation qui va être basée sur la relativité générale, ça veut dire qu'il faut que asymptotiquement, elle puisse redonner la gravitation classique. Alors, je vais me permettre de, je vais me permettre D'accord. de traduire, Ouais. c'est-à-dire globalement que dans la relativité générale, il y a la théorie de Newton. Simplement, la théorie de Newton, c'est une version simplifiée de la relativité Voilà. générale, ou pour dire à l'inverse, la relativité générale reste vraie là où Newton ne l'est plus à partir d'un certain cadre. Mais ça ne veut pas dire que Newton Exactement. est faux. Une théorie Non. renverse pas une autre, Mmh. elle la complète, elle la renforce et elle décrit plus de choses. Avec un formalisme différent la plupart du temps, hein. Le formalisme de la relativité générale est complètement différent de le formalisme de Newton, de la gravitation classique, mais effectivement, c'est plutôt une petite touche supplémentaire, une amélioration et qui permet de décrire une théorie physique dans un domaine où elle ne fonctionne plus. D'accord. Et j'ai le Voilà. facétieux professeur Knut qui nous dit ah ouais ça marche si bien et Mercure alors. Bah justement, Ouais, justement, voilà. Mercure c'est peut-être le seul Ouais, point où la théorie de la relativité peut ouais. être utilisée dans le système solaire. Alors donc Exactement, ça a été une confirmation éclatante de la relativité générale parce que ça permettait d'expliquer l'avance du périhélie de Mercure, qui était différent de ce qu'on pouvait prévoir avec la gravitation de Newton. Donc on en était au moment où on commence à percevoir que les galaxies s'éloignent toutes de nous, Ouais, d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Alors ouais. d'ailleurs, une question, si moi tu viens me dire, ben, je viens d'observer que toutes les galaxies de l'univers s'éloignent de nous, Mmh, la première chose que moi je vais conclure, c'est que je suis le centre de l'univers, mmh. vu que Mais tout tu es le s'éloigne de moi. ouais, tu es le centre de l'univers, ouais. Donc la Terre Je est te au centre de confirme. l'univers. Est-ce qu'on a enfin trouvé un endroit où on est au centre de quelque chose finalement? Ouais. Alors c'est ça qui est amusant, c'est que la
En fait, la conception de l'univers actuel, c'est que, l'univers n'a pas de centre, ou plutôt, tout est au centre de l'univers. Alors, là, tu dois avoir un petit schéma avec Ouais. avec Attends, un cake au raisin. allez, on va faire un petit peu de gastronomie là parce qu'il Un il est peu, bientôt 19 un heures. peu un un peu Hop, de voilà. cuisine. Un peu de cuisine. Ouais, voilà, donc po c'est une façon que j'aime bien de se représenter le Big Bang. Alors bon, ça a bien sûr ses limites, hein. Vous imaginez que vous allez faire un gâteau, donc un gâteau au raisin, un cake si vous voulez avec des fruits confits, ça marche aussi. Donc dans votre plat, vous allez mettre de la pâte. Cette pâte, elle va représenter l'univers, l'espace. Et puis à l'intérieur de votre pâte, vous mettez des fruits confits, vous mettez un peu de levure et vous mettez ça au four. Donc là, au moment où vous mettez au four, bah, big bang, l'univers rentre en expansion et bah, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que le gâteau, lève, eh bien, tous les grains de raisin vont se mettre à s'éloigner les uns des autres. Donc imaginez que vous êtes sur le grain de raisin, là, par exemple, sur grand A et puis que vous regardez autour de vous. Bah, vous allez voir tous les autres grains de raisin, le B, le C et le D qui s'éloignent de vous. Et de même, si vous êtes sur le C, par exemple, eh ben, vous aurez exactement la même impression. Donc, vous aurez l'impression d'être au centre de l'univers. Bah, le modèle du Big Bang, c'est exactement ça. Il ne faut pas se représenter le Big Bang comme étant une explosion initiale en un point précis. C'est une expansion de l'univers partout à la fois. Donc ça, c'est une conception qui est assez difficile à comprendre. Il faut le temps de l'assimiler. Ça vient pas forcément tout de suite, mais c'est bien c'est ça que ça représente. C'est-à-dire qu'un univers en expansion, eh bien, c'est un univers qui gonfle de toutes parts à la fois. Donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a une espèce de, alors ça n'existe pas dans la réalité, mais vous pouvez imaginer qu'il y a une espèce de structure de mousse en dessous, bah, qui va être la structure porteuse de l'univers et qui va gonfler. C'est-à-dire que comme tout s'éloigne de tout, où que je sois, je verrai le reste s'éloigner de moi en fait. Absolument, c'est exactement ça. Et l'autre conséquence de tout ça, c'est que au moment du Big Bang, c'est notre univers visible qui était concentré dans un espace extrêmement réduit. Mais c'est pas forcément tout l'univers. On peut très bien imaginer un Big Bang dans un univers qui est déjà infini à la base. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous pouvez imaginer que votre pâte à cake dans le moule initial, bah, vous le mettez dans un moule qui est de dimension infinie. Vous allez mettre ça dans un four, un très grand four qui est encore plus gros et vous allez avoir l'ensemble de l'univers qui va gonfler. Donc on peut avoir un univers infini qui rentre en expansion. C'est-à-dire que en fait, le fait d'imaginer en pensée remonter jusqu'au Big Bang, c'est pas une question sur la taille de l'univers, c'est une question sur la quantité de matière qui va se concentrer. Et plus on remonte vers le Big Bang, plus les choses se Voilà, resserrent, plus on a voilà. de matière dans chaque volume, mais ça change rien au fait qu'on peut avoir une infinité de volumes depuis le début. C'est juste qu'il y a de plus en Voilà, plus de matière dans tous les volumes qui constituent l'univers. Parce que tout se absolument. compacte. D'accord, Exactement, exactement. Alors en fait ça, mais ça on n'en sait rien. Peut-être que l'univers, peut-être qu'il est fini, peut-être qu'il est infini, on n'en sait rien. Ça et pour l'instant, je sais pas trop comment on pourrait faire pour le savoir. d'accord. Euh, ok, est-ce qu'on a des questions là, déjà parce que alors INS Vidéo nous conclut évidemment que c'est pas la taille qui compte, c'est la concentration de matière. Merci à Inès. Non, pas beaucoup de questions pour l'instant. Est-ce que c'était ah oui alors Arbre Original qui demande est-ce que cette expansion a été mesurée dans les autres galaxies? J'entends par là, est-ce qu'on n'a pas pensé à plusieurs expansions centrées au centre de chaque galaxie? Alors, si je traduis la question, est-ce que l'expansion est la même partout? Ou est-ce qu'il y a des endroits où cette expansion de l'univers pourrait être plus rapide, plus lente, différente? Est-ce qu'on peut le mesurer ça? Est-ce que Alors, l'expansion de l'univers est la même partout? autant qu'on le sache, oui, c'est la même partout. Ouais. De ce qu'on mesure, mais c'est pas f c'est je veux dire, c'est il y a on pourrait très bien imaginer, que ça soit pas le cas.
Mais pour l'instant, on n'a aucune indication qui nous permette, de dire que, l'expansion n'est pas la même partout dans l'univers. Donc pour l'instant, l'univers s'étend de la même manière et à la même vitesse, quelles que soient les galaxies où on se trouve. Donc on verrait la même chose, on est vraiment sûr qu'on verrait la même chose sur n'importe quelle galaxie. Alors, c'est ce qu'on pense, mais je veux Ouais. dire, je fais pas forcément quelque chose de très établi et l'expansion de l'univers, elle est la même partout dans l'univers actuel. Mhm. L'expansion de l'univers, on va le voir un petit peu plus tard, l'expansion de l'univers, elle a varié au cours du temps. C'est ce qu'on appelle la fameuse énergie noire, qui fait que l'expansion de l'univers actuellement a tendance à s'accélérer. C'est-à-dire qu'a priori, on peut considérer là, pour faire simple, que l'expansion de l'univers est la même d'un point de vue spatial. Par contre, dans le temps, elle peut avoir varié. Elle peut varier. Voilà, exactement, ouais, exactement, ouais, ouais, D'accord. ouais. Alors, je regarde un petit peu l'heure. Il est 45. Ça file, ça Il ne file. reste qu'un quart d'heure. Alors, on va pour les personnes du chat, on s'est bien aperçu hein, lors de la première saison que c'était compliqué de terminer à 19 heures. Donc, on s'est dit là avec Dominique qu'on allait être un peu flexible. Voilà, un peu comme l'univers. Donc, si on déborde un petit peu, on va essayer de pas trop déborder, mais si on déborde un peu, on débordera et puis c'est pas grave. Alors, ce que je voudrais vraiment vous raconter, par contre, c'est l'histoire de la matière noire. Alors, Parce vas-y, que dis-le tout. moi, c'est une histoire que je trouve très savoureuse. La matière noire dans comment dire? Dans la conception, du temps de Hubble, bah, de l'univers, on a vraiment l'impression, enfin, on pensait que, tout ce qu'on voyait, l'univers était composé de ce qu'on voyait. C'est assez logique. On regarde l'univers, on voit des astres, on dit: «Bah, voilà, l'univers, il est composé de ça». Alors, il y a pas de raison de penser qu'il est composé d'autre chose. Or, en 1933, il y a un physicien qui me fascine, qui s'appelle, Fritz Zwicky. Là, tu dois avoir une image de l'amas, Coma. Oui, C'est un tout à amas de fait. galaxies qui se trouve dans la chevelure de Bérénice et qui contient, quelques milliers de galaxies. C'est un amas qui est relativement proche et Fritz Zwicky, il a à sa disposition, des mesures, de spectroscopie et il fait un certain nombre d'hypothèses. C'est un gars qui est vraiment, vraiment imaginatif. C'est-à-dire, il se dit: «Bon, bah, les galaxies, grossièrement, leur luminosité, dépend du nombre d'étoiles qui les composent. Donc, en mesurant la luminosité des galaxies, je vais pouvoir mesurer leur masse». Donc il applique ça, à l'amas de galaxies, de la chevelure de Bérénice et il fait une estimation, je dirais un peu au doigt mouillé, en fonction, de la luminosité des galaxies. Il dit: «Bon, bah, voilà, mon amas, il doit peser tant de masse solaire, tant de fois la masse du Soleil». Et puis, il a à sa disposition également des mesures spectroscopiques et il va mesurer les vitesses de déplacement des galaxies. Et là, il utilise un théorème, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça s'appelle le théorème du viriel, pour, à partir de là, faire une estimation de la masse dynamique des galaxies. Et il compare les deux. Et quand il compare les deux, il se rend compte que ça colle, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que ce qu'il mesure, bah, c'est ce qu'il voit, c'est que la masse dynamique des galaxies, la masse dynamique de l'amas de galaxies, qui mesure à partir des vitesses de déplacement des galaxies à l'intérieur de l'amas, est complètement supérieure à la masse qu'il estime à partir de ce qu'il voit. Si je traduis, les galaxies bougent comme si elles étaient grosses, alors que visuellement, elles sont petites. C'est exactement ça. Et en plus, même en dehors des galaxies, il faut qu'il y ait une masse supplémentaire dans le milieu intergalactique. Et il fait ces mesures-là. Bon, alors évidemment, c'est des mesures qui ne sont pas super précises, mais la différence est tellement énorme qu'à la fin de sa publication, il dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme si il y avait une matière invisible dans l'espace, dans les amas de galaxies, qui intervient et qu'on ne voit pas, qui ne rayonne pas. Donc on est en 1933 quand même. Et donc c'est un des premiers, c'est pas le premier exactement, mais c'est un des premiers qui fait vraiment des mesures qui vont dans le sens de l'existence d'une matière, qui interagit au niveau gravitationnel, mais qui est invisible.
donc la fameuse matière noire. Alors là, c'est assez marrant parce que il y a beaucoup de sociologie qui intervient là-dedans. C'est-à-dire que Fritz Zwicky, il était très inventif, il était très brillant, mais il avait quand même 2 gros défauts. D'une part, c'était vraiment un original. Il avait des idées des fois un peu étranges. Il avait proposé je crois, de mettre en mouvement le système solaire en entier pour pouvoir se balader dans l'espace ou des choses comme ça. Et il était absolument imbusable. Et en particulier, il considérait très mal ses collègues. Et il avait l'habitude de parler de ses collègues en disant qu'ils étaient des spherical bastards. Alors, D'accord. spherical bastards, on pourrait dire des idiots sphériques, en étant gentil sur la traduction de bastard. Et quand on lui demandait pourquoi, il disait bah, parce qu'ils sont idiots, quelle que soit l'angle sous lesquels on le regarde. Donc, Oh, c'est méchant. voilà, ça vous fixe un peu Le le bonhomme, personnage. et le personnage qui était vraiment assez désagréable. Et en fait, le fait qu'il soit, d'une part désagréable et d'autre part, qu'il soit, assez original dans certaines de ses théories, et bah, sa découverte, enfin ses mesures sur la matière noire au départ n'ont pas été prises au sérieux du tout. Et personne n'y a vraiment cru. Et il a fallu attendre 1970, hein, donc vous voyez 1933-1970, pour que Vera Rubin, donc qui va donner le nom au projet sur lequel je travaille, Vera Rubin, à partir de mesures extrêmement précises, extrêmement minutieuses, extrêmement détaillées sur la vitesse de rotation des objets à l'intérieur des galaxies, mettent en évidence de manière irréfutable qu'il y avait un halo de matière invisible entourant les galaxies et qui amène à l'hypothèse de la matière noire, Et qui donc, est une hypothèse très très solide, hein. et donc là, comme tu le disais tout à l'heure, on a affaire à une nouvelle observation qui ne Voilà. rentre pas dans le cadre du modèle qu'on s'était fait de l'univers, et il va falloir maintenant changer ce modèle pour pouvoir intégrer ces nouvelles Voilà, observations. exactement. Donc là, c'est quand même pas mal de bouleversements à la chaîne. Et on a Big Bang, on a un univers en expansion, on a de la matière noire, et cette matière noire, en fait, on se rend compte qu'elle domine complètement ce qu'on pense être le contenu de l'univers. À l'intérieur des galaxies, on voit qu'une petite fraction de l'ensemble de la matière qui est nécessaire pour expliquer les mouvements de rotation des astres à l'intérieur des galaxies. Donc on est vraiment face à un grand bouleversement. Si je puis me permettre, Dominique, du coup, j'ai une question dans le chat. On observe justement quelque chose qui rend les galaxies plus lourdes mais qui est totalement invisible. Et Mmh. Dom74 pose une question qui a certainement dû être posée aussi dans le milieu scientifique. Est-ce qu'on peut envisager que ce qui rend ces galaxies plus lourdes ne soit pas une matière magique et transparente, mais que ce soit autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres théories qui tentent d'expliquer cette lourdeur des galaxies sans passer par une matière noire? Oui, oui, tout à fait, parce que, c'est vrai, la matière noire, elle est très bien dans le sens où elle permet de prédire beaucoup de choses et d'expliquer beaucoup de choses. Le seul problème qu'il y a là, c'est qu'on ne l'a jamais découverte. Alors que si c'est de la matière, normalement, ça doit être composé de particules probablement, et ces particules, elles doivent exister. On doit pouvoir les produire, éventuellement sur des accélérateurs de particules. Elles doivent pouvoir être détectées d'une manière ou d'une autre. Et donc en gros, depuis les années 70 qu'on la cherche, on les a jamais trouvées. Et pire que ça, actuellement, on a assez peu d'idées sur la masse de ces particules. Donc c'est quand même un petit peu embêtant, quoi. C'est-à-dire qu'on a un truc qui marche bien, mais on ne sait pas ce Je que sais pas ce c'est, que on c'est. l'a jamais vu. Voilà. Donc on peut construire on peut dire, bon, bah, on peut faire une hypothèse, on peut faire l'hypothèse que ça n'existe pas et puis essayer de voir, bah, comment est-ce qu'on peut arranger la gravitation, parce que c'est là que ça se joue, hein. Si les courbes de rotation des galaxies ne sont pas en celles qui sont décrites par la gravitation classique, c'est qu'il y a, enfin par la relativité générale plus exactement, c'est qu'il y a une nouvelle composante de la gravitation qui doit rentrer en ligne de compte et qui doit pouvoir expliquer ça. Donc il y a tout un tas de théories qui ont été basées là-dessus.
On parle beaucoup d'une théorie qui s'appelle monde, par exemple, de gravitation modifiée. Donc c'est une hypothèse. Ce sont des hypothèses, il y a des théories qui sont bâties là-dessus, mais pour l'instant, on ne peut pas aller dans un sens ou dans un autre. Et je dirais que l'hypothèse quand même qui tient le mieux la route actuellement, c'est plutôt l'hypothèse de matière noire. On parle de matière noire froide parce qu'il faut pas qu'elle soit trop agitée, sinon ça marche pas. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, il vaut mieux ne pas savoir ce que c'est que la matière noire, mais s'en servir pour expliquer l'univers parce que ça marche bien, plutôt que considérer qu'il y en a pas et dans ce cas pas plus pouvoir rien expliquer, c'est ça? Bah, Ça fait quand même un peu c'est un penser à un peu ça, ouais. pansement, hein, cette Mmh. histoire. Oui, oui, tout à fait. Mais si vous vous rappelez, je vous ai parlé au début de l'histoire des épicycles. On peut se demander si on n'est pas en train de faire des épicycles. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rajouter un truc ad hoc pour faire marcher le modèle. On peut se poser la question. D'autant plus que, dans les années, 98, on a été plus loin que ça. Il y a eu des mesures qui ont été faites avec un nouveau type de chandelle standard, qui sont des supernovas d'un certain type, ce qu'on appelle des supernovas de type 1A, qui permettaient de mesurer l'univers à plus grande distance. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un truc qui marchait pas, c'est que l'expansion, de l'univers, eh bien, elle s'accélère depuis les 5 derniers milliards d'années. Et ça, bah, c'était totalement inattendu. Donc nouvelle révolution, nouveau pavé dans la mare. On a un univers qui est en expansion avec, de la matière noire et puis, on est obligé de rajouter un truc qui est de l'énergie noire. Et quand on fait les mesures de tout ça, bah, on se rend compte que, si on fait le bilan de ce qu'il y a dans l'univers, bah, en gros, la matière qu'on voit, c'est 5. La matière noire, allez, c'est un quart. Et puis, le restant, 75, c'est de l'énergie noire et on ne sait pas ce que c'est non plus. Donc, on est quand même aujourd'hui, il faut qu'on soit extrêmement humble par rapport à nos connaissances. C'est-à-dire qu'on est face à un univers que l'on décrit, bien, ça marche bien. On arrive à le faire évoluer, sur, quasiment 14 milliards d'années. Ça marche, bien et on obtient un univers qui ressemble à ce qu'on observe. Mais quand on regarde sa composition, ben, on a quand même un problème parce que 95 de la composition de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. OK. Donc c'est vraiment embarrassant. Et et est-ce que c'est pas un petit peu frustrant? Ou est-ce que c'est stimulant? Alors non, moi je trouve que c'est vraiment très stimulant parce que, on il y a ça veut dire qu'il y a quelque chose de profond derrière. Enfin moi j'en suis convaincu. Là il y a certainement un truc, assez énorme qui manque actuellement pour pouvoir expliquer tout ça, quoi. Il y a quelque chose qui colle pas, il y a, il faut qu'on arrive à comprendre ce qu'est cette matière noire, ce qu'est cette énergie noire et qu'on arrive vraiment à les caractériser pour arriver à comprendre la cosmologie moderne. Mais ça, c'est stimulant, ouais, c'est tout à fait stimulant. Minus 69 nous dit: «Noir, c'est noir, il y a plus d'espoir». Alors c'est vrai que c'est une très, très bonne, remarque parce que, on est d'accord que le mot noir, ne parle pas de la couleur des objets dont tu parles, Du tout, hein? ouais, ouais. Si la matière noire était noire, on la verrait On verrait, ouais. parce qu'elle masquerait le la lumière des galaxies qui sont derrière. Mmh. Donc Alors c'est une mauvaise, mauvais mot en science. On devrait parler de matière invisible. ouais, c'est ça. La matière invisible, ça marcherait bien parce que matière, ça ferait bien penser à quelque chose qui a une masse et puis qu'on voit pas, donc qu'on ne voit pas, qui ne rayonne pas, donc voilà. Mais non, non, il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. On cherche activement à mettre en évidence cette matière noire. On cherche sur les accélérateurs de particules, on cherche sur le cosmos, en observant le cosmos, en essayant d'avoir des signatures indirectes sur l'existence de cette matière noire qui permettraient de la caractériser. On cherche également, dans les observatoires souterrains pour voir si par hasard, de temps en temps, il ne pourrait pas y avoir une toute petite interaction de cette matière noire avec de la matière ordinaire et qu'on pourrait la mettre en évidence. Et puis les théoriciens aussi sont extrêmement productifs pour trouver de nouvelles hypothèses et vraiment on cherche beaucoup. Et quant à l'énergie noire, eh bien, les grands programmes de cosmologie moderne qui sont en train de se mettre en place, on peut parler de Vera Rubin Observatory avec
avec LSST, avec le grand relevé LSST, le télescope spatial Euclide, qui va être lancé bientôt, des mesures spectroscopiques extrêmement précises avec un grand télescope qui s'appelle DAISY, etc. On cherche vraiment activement pour essayer d'avoir des mesures et pouvoir comprendre mieux cette histoire d'énergie noire. D'accord. Mais peut-être que va y avoir un encore plus gros pavé dans la mare et que on va peut-être se rendre compte qu'on est en train de faire des épicycles et qu'il faut vraiment revoir complètement le modèle et peut-être enlever la Terre du centre du système et remplacer par le Soleil, faire l'équivalent en cosmologie moderne. Du coup, pour les jeunes personnes qui sont en train de nous suivre et d'interagir avec nous, alors c'est vrai que il y a quelques mois, on vous demandait votre âge, là j'ai oublié de vous le demander, donc du coup j'ai plus les âges des uns et des autres, mais on est d'accord que c'est plutôt un bon moment pour se lancer dans une carrière d'astrophysique, parce que visiblement là il y a un Ouais, gros truc à trouver, quoi. ouais, ouais, absolument, ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Ça, c'est un truc que je dis souvent quand on faisait de la science, par exemple, hein, du temps où on n'était pas confiné. Et que des jeunes venaient visiter le laboratoire. En fait, les grands projets que l'on est en train de mettre en place actuellement, comme LSST par exemple, enfin comme Vera Rubin Observatory, la science qui va être faite dans ces grands observatoires, c'est vraiment les bacheliers d'aujourd'hui, quoi, qui vont la faire, hein. D'accord. C'est ces échelles de temps-là. Et j'espère que je verrai ça de mon vivant, mais l'explication de l'énergie noire. Avec peut-être un prix Nobel à la clé, Ah bah ça, pourquoi pas? clairement, clairement, ouais, la découverte de l'énergie de 3 2 prix Nobel, 2 ou 3 prix Nobel, je ne sais plus, pour la mise en évidence de ce phénomène très, très curieux. Mais, heu, mais oui, oui, ça sera des prix Nobel à la clé, c'est clair. D'accord. Rappelle-moi, prix Nobel, c'est 2 millions de dollars, c'est ça? Je Un crois le million de prix? dollars, je crois, 1 million seulement. Ah d'accord. Il me semblait que Un c'était mi un ouais. million pour le labo et 1 million pour le... Non, 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 c'est Non? personnel le prix Nobel, c'est Ah personnel, d'accord. ouais, ouais, 1 000 ouais. bon. Mais finalement, dans tout ça, on voit bien que Heu, la science, elle avance, par exemple, la découverte de l'énergie noire, bon d'accord, le prix Nobel a été donné à des individus, mais c'est quand même des gros groupes qui sont derrière. Faut pas oublier ça. C'est la science maintenant, elle avance par des collaborations. C'est du travail d'équipe. Donc, faut vraiment avoir ça en tête, c'est du travail d'équipe, c'est, des multitudes d'équipes, qui travaillent de manière indépendante à un certain moment et qui vont mettre leurs résultats en commun et cetera, et c'est comme ça qu'on va construire qu'on va vraiment mettre au point, les théories modernes. Ça, je pense que c'est très important. On n'est plus à l'époque d'un Galilée qui va faire sa science tout seul presque, hein. Hein, D'accord, c'est vraiment complètement différent. Moi, en tant que Dominique Boutigny, je ne vais pas révolutionner, l'intégralité de la physique et moi tout seul. Ça n'existe plus. d'accord. C'est vrai que c'est important, hein, parce qu'on entend encore Ouais, souvent, cette image un peu romantique, du, scientifique dans sa tour ouais. de verre, qui révolutionne le monde. C'est plus la dynamique de la science moderne. Exactement, ouais, Tout ce qui c'est était complètement facile à différent. trouver tout seul, ça a été fait. Donc maintenant, il faut s'y mettre à plusieurs si on veut faire avancer les choses, quoi. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait, ouais. On arrive un peu à 19 heures. Est-ce que tu avais encore une ou deux images que tu voulais commenter par rapport à ce qu'on avait dit Alors ou on peut, oui, on peut mettre celle sur la toile cosmique, là, notre représentation actuelle de l'univers, parce que finalement c'est la conclusion, c'est ça. hop, celle-ci? C'est pas celle-là, non, c'est Non? celle, qui est un peu dans les, voilà, celle-là, voilà. Alors, voilà, ça c'est un peu notre représentation actuelle de l'univers. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière cette image. Alors cette image-là, c'est issu d'une simulation, hein. C'est pas une observation, c'est une simulation. Il y a des théoriciens, qui sont des cosmologues, cosmologistes, qui sont capables de simuler des univers
Donc, ils mettent tout un ensemble de particules dans une boîte, hein, des milliards et des milliards de particules. Ils mettent toute la connaissance qu'on peut avoir au niveau de la cosmologie moderne. Ils laissent ça évoluer et puis, en fait, ils simulent une sorte de Big Bang et puis, ils font évoluer ça pendant 14 milliards d'années et puis, ils regardent qu'est-ce que ça donne et ils comparent par rapport à l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui. Ils ont vachement de patience quand même pour faire évoluer ça pendant 14 milliards d'années. Alors on fait ça sur des supercalculateurs évidemment et ça prend pas 14 milliards d'années mais, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps de calcul, sur des très, très gros ordinateurs. Et en fait, bah, qu'est-ce que vous voyez là? Bah, c'est un univers, où la matière n'est pas, distribuée de manière complètement homogène. C'est-à-dire la matière, bah, va se distribuer le long de filaments, c'est ce que vous voyez là sur l'image. Le long de filaments, ce sont des filaments de matière noire, essentiellement de matière noire et sur ces filaments vont venir se positionner des galaxies et à la jonction entre les filaments, on va avoir des quantités de matière absolument colossales, avec un effondrement gravitationnel qui va faire que les galaxies vont tomber les unes vers les autres pour former ce qu'on appelle des amas de galaxies, qui sont les plus grandes structures gravitationnellement liées dans l'univers. Donc ça, c'est notre vision actuelle de l'univers. Et ça, c'est le résultat, en fait, de toutes petites fluctuations qu'il y a eu après le Big Bang. Ces petites fluctuations ont donné des petites différences de densité qui vont avoir, ou les endroits où il va y avoir plus de densité, il y aura un peu plus de matière noire qui va agréger de la matière. Et pendant 14 milliards d'années, on va avoir un effet antagoniste entre les forces de gravitation attractives, si vous voulez, qui vont avoir tendance à rapprocher les objets massifs les uns des autres, qui va, ça va se bagarrer contre l'expansion de l'univers qui va avoir tendance à éloigner les choses. Et en plus, avec un phénomène d'énergie noire qui va se renforcer au cours des derniers milliards d'années, qui va avoir tendance à accélérer encore cette expansion de l'univers. Eh bien, tous ces phénomènes-là qui jouent les uns avec vont petit à petit, au cours des 14 milliards d'années, passer d'un univers qui est extrêmement homogène au départ, avec des toutes petites inhomogénéités. Ces petites inhomogénéités vont se trouver renforcées et on va aboutir à un univers qui ressemble un peu à ça. Alors, pensez pas que c'est que de la simulation. Il y a des relevés qui ont été faits, par exemple le SDSS, le Sloan SDSS, Sloan Digital Sky Sky Survey, Survey. Mhm. j'y suis, c'est un télescope qui est installé au Nouveau-Mexique et qui fait de la spectroscopie et qui a fait des relevés d'un très grand nombre de plusieurs millions, enfin centaines de millions de galaxies, et qui est arrivé à montrer qu'on avait bien cette structuration de l'univers. Tiens, je vais te rajouter, hop, cette petite image, paf. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Ouais, c'est Voilà. exactement ça. Ouais, Donc voilà. ça Donc c'est pas des ça c'est notre simulations. mesure. Ça Voilà. c'est pas des Ça c'est simulations, c'est des voilà. observations, ça. Ça, c'est des observations et chaque point sur ce graphe-là est une galaxie qui a été mesurée et on voit très bien cette structure en forme de filament qu'on appelle le cosmic web, la toile d'araignée cosmique si vous voulez, et qui représente la structuration de l'univers actuel. Et ça je trouve que c'est quelque chose qui est complètement fascinant et c'est vraiment notre représentation, la façon dont on se représente l'univers actuellement. Alors il faut c'est une tranche, hein. Ça, c'est ça correspond à l'univers proche, si vous voulez. Et il faut imaginer que qu'on on est capable de faire des tranches en remontant dans le passé, donc en regardant de plus en plus loin, on remonte dans le passé, et on peut voir cette toile cosmique qui se structure au cours du temps pour donner ça au cours des derniers milliards d'années. Et pour en revenir à ce que tu disais du coup au début de notre rencontre tout à l'heure à 18 h, là encore maintenant la technique est toujours la même, c'est-à-dire comparer les observations à droite Voilà. aux simulations et aux calculs à gauche pour vérifier que les modèles que l'on utilise collent le mieux possible aux observations que l'on a. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça, c'est la science de cette manière-là. Donc de nouvelles observations de plus en plus précises, vraiment rentrer dans une ère de très grande précision pour les mesures cosmologiques.
et on compare par rapport aux prédictions. On regarde où les endroits où ça colle et surtout les endroits où ça colle pas. Et là où ça colle pas, on essaye de comprendre si c'est un problème qui est lié à la méthode d'observation, parce qu'on peut faire des erreurs. Quand on observe, on a des erreurs systématiques qu'il faut arriver à comprendre et c'est pas toujours facile. Ou est-ce que, au contraire, ça traduit un problème beaucoup plus fondamental? Alors, un Euh, truc qui est assez extraordinaire, c'est de penser que si vous prenez l'univers, tel qu'il est, quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, on est capable de voir ça avec, certains instruments et que vous le faites évoluer en mettant toutes, les connaissances qu'on a actuellement sur la cosmologie, eh bien, vous obtenez bien l'univers, que l'on observe actuellement. À un petit détail près qui commence à devenir un petit peu embêtant, sur la fameuse, constante de Hubble dont je parlais tout à l'heure. Quand on regarde l'univers, quand on mesure la constante de Hubble à partir de l'univers extrêmement lointain, et que l'on la compare à la constante de Hubble telle qu'on la mesure avec, des mesures sur l'univers proche, il y a un petit désaccord et qui commence à devenir, bizarre et ça pointe peut-être vers, une ouverture, une nouvelle possibilité, qui pointerait vers, une amélioration en quelque sorte de la cosmologie. D'accord. Donc des endroits où on n'est pas d'accord et où donc il y a peut-être Voilà. quelque chose à pointer et à trouver. Alors juste pour terminer, alors on a monté un peu en niveau hein, au fur et à mesure qu'on a fait cette entrevue. J'hésitais à le passer et puis on a plusieurs questions qui se posent, donc puisque c'est ce que le chat demande, allons-y. Hein. Oui. Il y avait des questions sur les chiffres, je propose qu'on termine avec ça, sur les chiffres qu'on voit et qui sont utilisés. On a Chichi qui nous demandait ce que ça signifiait sur l'image arrière 125 mégaparsecs par heure. Les mégaparsecs, c'est une unité de distance. Donc pourquoi Alors est-ce c'est qu'on a pas des par heure. mégaparsecs par heure? Et puis on avait Courgette Rôti qui nous demande sur le SDSS que j'ai montré là, qu'est-ce que c'est que les axes qui sont utilisés? On a du redshift. Ouais, voilà. Alors d'accord. Alors c'est pas des mégaparsecs par heure, c'est des para-H, c'est des constantes de Hubble, mais, je dirais ça c'est du jargon de c'est du jargon de physicien. Retenez que c'est une échelle de distance. Alors un parsec, c'est en gros un peu plus de 3 années-lumière. Donc D'accord. 125 mégaparsecs, c'est grand. Et c'est non, mais c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que en fait, cette toile cosmique, on ne la distingue qu'à très grande échelle. On parle là vraiment d'observation à très grande échelle, hein. Là, on est complètement sorti de la galaxie, on est sorti de l'amas de galaxies le plus proche, on est bien au-delà de ça, on est vraiment sur l'univers à très grande échelle. D'accord. Et puis sur les axes, il y a un axe là, le graphique, la SDSS est un peu bizarre. Alors vous avez des heures là autour, là ce sont des positions angulaires en fait, à l'intérieur du ciel. Et puis, vous avez un autre axe où il y a marqué redshift. Donc ça c'est une mesure du décalage vers le rouge des galaxies et ça va donner une troisième dimension si vous voulez, c'est-à-dire c'est en profondeur. D'accord. Donc en gros, si vous voulez, le point central, bah, c'est nous, c'est l'univers, tout proche, donc aujourd'hui. Et puis plus on s'éloigne et plus on voit un univers qui est grand, d'accord? Et qui un univers qui est de plus en plus vieux, voilà. Bon, ceci D'accord. dit, ça montre qu'un redshift de 0,14, ce qui n'est pas beaucoup, Ce heu, qui est petit joueur. ce qui est petit joueur, hein, voilà. D'accord. Eh bien, écoute, Dominique, je pense on arrive au bout de cette heure qu'on a passée ensemble. Je pense que pour conclure, on n'aura pas de meilleure phrase que celle du Poupoule qui dit: C'est fou de se dire qu'on arrive à observer cette gigantesque toile depuis notre minuscule petit point bleu perdu au milieu de tout ça. Euh, L'astronomie, fantastique école d'humilité, on est d'accord? Absolument, absolument, ouais, ouais, ça vraiment, on se rend compte, à quel point, l'humain est insignifiant à l'échelle de et d'un autre côté, humain qui est aussi capable d'élaborer des théories pour comprendre, ce fameux univers et des théories qui finalement marchent pas si mal que ça. D'accord. Et professeur Knut finit en disant qu'il était en primaire à 100 mètres du lap, donc il était juste à côté de toi.
Alors Ah je bah sais pas voilà. où est-ce que tu étais à l'époque, mais c'est sur cette petite remarque eh bien, que l'on va se quitter aujourd'hui. Je vous rappelle, hein, juste comme je vous l'avais dit au début, les nouveaux horaires. Donc on se retrouve le lundi à 18h pour discuter ensemble avec des scientifiques. On se retrouve le mercredi à 16h pour jouer ensemble. Et puis on se retrouve le vendredi à 18h pour discuter avec d'autres youtubeurs et influenceurs. Voilà, donc le programme est plus diversifié. Pour notre prochain Astronomer at Home, c'est-à-dire lundi prochain, et eh bien là, nous aborderons encore un nouveau sujet qu'on n'avait pas abordé jusqu'à maintenant. Nous recevrons Narey Lorenzo Martinez, et cette scientifique, elle, eh bien, elle fait de la physique des particules. Donc on va aller plonger dans l'infiniment petit pour comprendre l'infiniment grand. Voilà, j'espère que on vous a donné envie de continuer, de nous retrouver, de nous revoir régulièrement. C'est en tout cas un plaisir de revenir parmi vous. Je vais te remettre en grand, voilà. Et on avait le plaisir de recevoir Dominique Boutigny qui était là. Merci à toi d'être revenu une deuxième fois. Simon, tout à l'heure, le directeur du Planétarium, qui est aussi avec nous dans le chat, te décernait le prix Nobel 2020 de la médiation et de la vulgarisation. Merci, Alors, c'est gentil. voilà, on n'a pas 1 million d'euros, mais on a Ouais. 1 million de serrage de main à te donner. Et ça compte au moins autant. Merci en tout cas à toi donc d'avoir été avec nous pour ce retour du programme Astronomer at Home. Merci à tous dans le chat d'avoir été aussi fidèles, d'être revenus, d'avoir interagi. Bonne soirée à tous. Faites attention, faites bien attention à vous. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir Pierre, au revoir tout le monde.